Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique de Titans saison 1. Il s'agit bien sûr de la série des super-héros de l'univers DC Comics. Sachez que cette vidéo sera illustrée par des éléments de la bande-annonce et qu'il y aura quelques spoilers, donc considérez-vous comme prévenus. Titans, c'est une série qui a été créée spécifiquement pour la plateforme DC Universe, mais qui est diffusée à l'international sur Netflix. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me suis souvent interrogé, j'ai même été à la limite choqué par la notion de Netflix Originals, qui est appliquée à de nombreuses séries et qui pourrait laisser penser à certains néophytes qu'il s'agit de séries toutes produites par Netflix. Mais dans plusieurs cas, et notamment celui de Titans, il s'agit uniquement d'une question de droit de diffusion. Le sentiment général que je retire de Titans, c'est celui d'une série qui cherche à imposer sa marque, alors qu'elle reste en recherche de sa propre tonalité. Dans l'ensemble, cette première saison n'est pas désagréable à regarder, mais elle est aussi inégale, et certains aspects très forts qu'elle arrive à imprimer sont desservis par quelques vilains défauts. Dès la promo, on sentait bien que cette série jouait sur un positionnement sombre et rebelle, ce qui a plutôt du sens puisque le public visé est adolescent et jeune adulte. Je suppose que l'idée consiste à trouver un positionnement intermédiaire sur le marché de plus en plus prolifique des mondes de super-héros, entre l'humour que Marvel a plus ou moins imposé au cinéma et le côté très sombre et vraiment très réaliste dans certains thèmes, en tout cas très adulte, de Marvel sur Netflix. Cette tonalité globalement sombre de Titans se retrouve dans les thématiques des personnages, parfois dans l'histoire et souvent dans la violence des affrontements. Une violence qui m'amène donc à évoquer les combats plus en détail. Je les ai trouvés assez nerveux, assez convaincants dans l'ensemble. On a quelques belles chorégraphies, quelques beaux jeux de lumière, même si la série se déroule beaucoup dans l'obscurité, pas de chance pour Starfire j'imagine. Mais on n'est pas encore au niveau d'intensité et de réalisme, si on peut l'appeler ainsi, qu'on peut trouver dans des séries comme Punisher ou Daredevil. Et oui, quand je parle de réalisme, je sais bien qu'on n'est pas dans l'ultra-réaliste, mais bon, quand Jason Todd ravage une escouade de policiers, c'est graphiquement intéressant, mais on sent plus la chorégraphie que lorsque Frank Castle déglingue avec peine une bande de mafieux russes à la salle de muscu. Et cette notion de violence ne s'arrête certainement pas au simple combat dans la série, non, elle est aussi centrale dans le questionnement intérieur qui trouble Dick Grayson et qui l'a poussé à quitter l'aile protectrice de Batman de Bruce Wayne. Et il faut dire que la question de la violence des justiciers masqués est assez intéressante, car elle est au cœur de l'illégalité de leurs actions. Cette approche de Dick Grayson n'est pas inintéressante en soi, mais il est dommage, de mon point de vue, de retrouver ce thème dédoublé lorsque Jason Todd fait son apparition. En extrapolant un peu, on pourrait même dire que la violence est la façon dont on parvient à la canaliser, ou au contraire, dont elle nous ronge de l'intérieur, faisant de nous des monstres, concerne quasiment tous les personnages de la série. Rachel, ou Raven si vous préférez, est l'hôte d'une puissance presque infernale qui lui arrive de projeter avec des conséquences désastreuses. Cory est porteuse d'un pouvoir flamboyant et destructeur, et elle a peu de scrupules à tuer. Quant à Beast Boy, il cherche un équilibre avec la sauvagerie innée de son alter ego félin. On le sait bien, dans un film ou une série de super-héros, les personnages sont hyper importants, car ils portent avec eux le genre en lui-même et le mythe qui va avec. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a une nette domination des histoires de Dick Grayson et de Rachel. Dans la série, c'est un choix intéressant, notamment avec la perspective du devenir de Dick, qu'on connaît aussi sous le masque de Nightwing, une identité qui doit se construire sous les yeux du spectateur. Malheureusement, l'interprétation de Rachel ne m'a pas du tout convaincu, notamment quand elle voit son double maléfique dans les surfaces réfléchissantes. J'ai trouvé que son jeu était vraiment forcé et c'est un peu dommage. Du côté de Dick Grayson, je l'ai trouvé correct, mais pas fou non plus. Il faut dire que l'acteur n'est pas aidé par la psychologie du personnage, qui n'évolue que très marginalement au cours de la série. Et c'est d'ailleurs une difficulté qui concerne, de mon point de vue, tous les personnages principaux de la série. En effet, l'intrigue avance, mais par contre, le comportement de chacun des personnages reste quasiment inchangé, même si des liens se créent entre eux. Et du coup, la seule exception notable qu'on peut souligner, c'est effectivement les efforts que fait la série pour nous montrer qu'ils apprennent à vivre et aussi à agir en tant qu'équipe. Visuellement, on peut dire que certains effets sont carrément convaincants, je pense notamment au pouvoir de Cory et à l'apparence que prend son visage quand elle carbonise des blaireaux de ci de là au gré de ses humeurs. D'autres sont moyens, comme les transformations de Beast Boy, mais on se doute que c'est loin d'être facile avec un budget serré. Enfin, il y a le type d'effets qui sont vraiment totalement ratés au point de me faire partir dans un fou rire. C'était dans l'épisode consacré aux origines de Hawk et Dove, et oui, c'est l'accident de voiture, et ça m'a carrément sorti de l'enjeu dramatique de l'épisode. Sans déconner, j'ai eu l'impression de revivre le moment de la biche dans The Walking Dead, et ça m'a choqué. Un petit mot sur les costumes quand même qui ont fait parler d'eux. Certains sont corrects, par exemple celui de Robin, ou encore les vêtements un peu plus du quotidien on va dire, qui correspondent bien aux personnalités de Rachel
Rachel ou de Gar. Mais alors on passe toute la série à se demander pourquoi Coriander a des vêtements aussi voyants et pourquoi elle n'en change pas alors que ce serait carrément logique en termes de scénario. On a bien compris qu'elle était une femme forte et indépendante, une badass qui assume ses goûts et ses choix, mais bon, quand on a perdu la mémoire et qu'on passe de l'Europe aux États-Unis après avoir tué des gens, on change de look, ça relève de la logique la plus élémentaire. Et oui, en termes de cohérence de l'histoire elle-même, ces looks totalement extravagants de Cory n'ont aucune justification, et c'est d'autant plus dommage que c'est, de mon point de vue, un des personnages les plus sympas à suivre. Concernant les costumes de Hawk et Dove, personnellement je les ai trouvés ridicules et tout simplement impossibles à porter dans un véritable combat, mais bon, ça reste subjectif, j'imagine. Du côté du scénario maintenant, on a une approche quand même assez ambitieuse, il faut le souligner, avec une menace insidieuse, mystérieuse, qui ne va se révéler que vers la fin de la saison, et qui se révèle effectivement très importante en termes de risque potentiel pour l'humanité et même au-delà. Et cet aspect occulte et mystique apportait pour moi une diversité et un plus à la série qui oscillait entre savants fous et prophéties antiques, voire démonologie. Tout cela aurait sans doute pu être encore mieux exploité, mais certaines ambiances typées films d'horreur et même maisons hantées m'ont semblé vraiment réussies. On a donc une véritable trame de fond qui vise à confronter cette équipe en cours de formation des Titans à une menace quasiment interplanétaire. Ça nous change complètement des enjeux qu'on a l'habitude de voir dans les séries Marvel de Netflix. Et si dans l'ensemble le rythme du récit de la narration est assez correct, on peut dire que sur lui viennent peser des détours, que ce soit pour introduire des personnages secondaires ou encore des histoires qui ne sont vraiment pas directement liées à l'histoire principale, et c'est un peu dommage. Ici je pense évidemment à l'épisode consacré à l'introduction des personnages de Doom Patrol, qui deviendra une série spin-off, mais aussi aux origines de Hawk et Dove. Et même si ces épisodes sont loin d'être mauvais, on pourrait même considérer qu'ils font partie des meilleurs de cette saison, on peut quand même souligner qu'en termes d'intrigue, le rapport avec l'intrigue principale est inexistant. Et d'ailleurs on pourrait dire la même chose du détour de Dick lorsqu'il doit sauver l'ancien homme fort du cirque auquel il appartenait en étant enfant, tout ça pour le sauver des représailles suite à la mort de Maroni que Dick a laissé se faire mitrailler sous ses yeux. Même si ces apartés nuisent au dynamisme d'ensemble, c'est surtout le final de la saison et une incapacité à assumer les propres personnages mythiques de DC Comics qui peuvent décevoir. Et ces deux thèmes sont liés car c'est surtout durant le retour fantasmé de Dick Grayson à Gotham City, dans le dernier épisode, que la réticence de la série à montrer les visages du Joker, de Double Face, ou surtout de Batman se fait la plus ridicule. Alors oui, je sais bien ce qui explique ce choix ou ce non-choix, c'est la peur paralysante de caster des acteurs dans des rôles aussi importants, aussi mythiques, et du coup de subir l'éventuel déferlement de haine dont Internet est devenu spécialiste depuis un bon bout de temps. Que ce soit à haut niveau chez Warner ou DC, ou même au sein des créateurs de la série, on se conforme donc à une règle qui vire au tabou, surtout ne jamais montrer Bruce Wayne ou aucun autre personnage majeur. Ce n'est pas seulement ridicule car frileux et petit joueur comme approche, mais surtout ça nuit à l'arc narratif de Dick Grayson puisque sa relation avec Bruce Wayne n'est au final jamais montrée de façon satisfaisante. Quant à la structure même du dernier épisode, elle est vraiment très bizarre, bancale, comme si les scénaristes avaient dû oublier toute ambition de fournir une conclusion un peu savoureuse, un peu intéressante à cette première saison et avaient dû du coup se reporter sur un allongement un peu artificiel de ce passage fantasmé dans Gotham City qui aurait pu se résumer à 15 ou 20 minutes à tout casser. Alors attention, si j'ai passé autant de temps sur des points négatifs de la série, c'est parce que de mon point de vue, en tout cas, il est important de les expliquer, de les justifier, entre guillemets, mais ça n'enlève pas certaines des qualités que j'ai pu évoquer en début de vidéo. Il y a principalement une originalité de ton, des personnages attachants, une histoire qui se développe assez bien et qui rend plutôt curieux pour la suite. Et oui, j'ai envie de voir davantage Coriander et Donna Troy notamment, et d'avoir enfin une évolution du côté de Dick Grayson pour qu'il arrête un peu de chouiner et de ruminer sur sa violence et parvienne à passer à l'étape suivante. Concernant la fameuse scène post-crédit de cette première saison, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir avant de poursuivre cette fin de vidéo. Donc elle concerne Superboy qui a été développé dans le cadre du projet Cadmus. Attention maintenant, petite alerte spoiler concernant les éventuelles origines qu'aura ce Superboy dans la série. Ça vient des comics, donc si vous voulez éviter ça, eh bien je vous mets le timecode en bas à droite de l'image. A priori, ce sujet 13, qui s'appellera peut-être Connor Kent, et qui récupère son super chien au passage, serait une sorte de clone, un clone issu d'un mélange d'ADN entre Superman et Lex Luthor, et qu'on aurait fait grandir artificiellement. Reste à voir si la série prendra le même chemin que les comics.
Ce qui est certain, c'est que le niveau de puissance d'un tel personnage est carrément élevé, et ça rend d'autant plus curieux de voir le déroulement de la deuxième saison, qui a déjà été bel et bien confirmé et qui est en cours de tournage, si je ne me trompe. Si vous avez envie de me rencontrer et de discuter d'un film directement avec moi, eh bien sachez qu'une nouvelle séance geek se déroule ce vendredi 8 février. Ça se passe au Pâté La Villette et ça concerne Alita Battle Angel, c'est l'adaptation au cinéma du fameux manga Ganmu. Et puis au passage, je voulais quand même remercier quelqu'un dont j'ai oublié le prénom, malheureusement j'en suis désolé, mais qui m'avait offert cette figurine à l'occasion de la précédente séance geek. C'était celle sur Aquaman, donc merci beaucoup pour ce super petit cadeau. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère pouvoir compter sur vous pour cette séance geek. Vous trouverez un lien de réservation dans la description de la vidéo. Et puis très vite, de nouvelles choses. Peut-être Nicky Larson si j'ai le temps d'aller le voir. Salut!